Imaginez que vous descendez la passerelle d'un avion quelque part à Riyad ou à Doha. La première chose qui vous frappe au visage, c'est la chaleur. Un air dense et lourd que l'on pourrait presque couper au couteau. Mais après quelques heures, vous remarquez quelque chose de plus puissant que le climat. Vous remarquez le silence visuel. En Europe, votre regard est constamment agressé panneaux publicitaires avec des corps à moitié nus, jeunes femmes en mini-jupe, épaules découvertes, cheveux lâchés. Tout crie « Regarde-moi ». Ici, c'est le silence. Un silence noir et impénétrable. Vous marchez sur le marbre d'un immense centre commercial. Des silhouettes noires flottent autour de vous, abaya, niqab, hijab. Pour un homme occidental non préparé, ce spectacle peut provoquer l'étonnement. Éduqués dans une culture de liberté et de démonstration, nous avons l'impression d'être entrés dans un monde d'ombre. Une pensée traverse l'esprit. Ces pauvres femmes, comment vivent-elles dans cette prison? Tout ce qui est vivant est probablement mort sous ce tissu. Elles ont sans doute oublié ce que c'est que d'être désirées. Nous les regardons avec pitié mélangée à un léger sentiment de supériorité. Nous pensons tout savoir de la liberté, mais nous nous trompons et cette erreur est fondamentale. Vous voyez une tenue de prison, elles voient un rideau de théâtre. Vous voyez la répression, elles voient la concentration. Pendant que vous les plaignez, elles se moquent peut-être de nous, de la façon dont nous vendons le mystère à bon marché, de la façon dont nous avons dévalorisé la nudité en la rendant aussi accessible que du fast-food. Sous les couches de soie noire ne se cache pas le vide. S'y cache un volcan qui attend son heure. Et la pression dans ce volcan est telle que s'il explosait, il réduirait en cendres le monde tel que nous le connaissons. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de religion ni de politique. Nous allons nous concentrer sur l'anatomie de la passion. Nous allons décortiquer ce qui se passe lorsque ces tissus noirs tombent sur le sol de la chambre. Nous découvrirons pourquoi les hommes orientaux ayant la possibilité d'épouser une femme occidentale libérée choisissent souvent les leurs. Pourquoi disent-ils qu'une nuit avec une femme aussi couverte vaut 1000 nuits avec les mannequins disponibles d'Occident? Nous allons percer ce code culturel. Nous découvrirons les chambres secrètes, le langage des parfums qui agit comme une drogue et ce que cachent réellement les vitrines des magasins de lingerie féminine où l'accès est strictement interdit aux hommes. Mais je dois vous prévenir, ce que vous entendrez pourrait bien changer votre perception de la nature de l'attirance. Peut-être comprendrez-vous que vous avez joué aux dames toute votre vie, alors qu'ici on joue aux échecs de grands maîtres. Nous levons le voile. Nous commençons l'immersion dans un monde où « non » signifie le « oui » le plus passionné. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Partie 1. L'effet cocotte minute. La biologie de l'interdit. Commençons par un forage profond. Nous devons comprendre non seulement ce qu'elles font, mais pourquoi cela fonctionne avec une telle puissance. Pourquoi l'interdit est-il le plus puissant aphrodisiaque de l'histoire de l'humanité? Souvenez-vous de votre enfance ou de votre adolescence. Qu'est-ce qui vous attirait le plus? Ce qui était disponible en libre accès sur la table ou ce qui était caché sur l'étagère supérieure de l'armoire? La psyché humaine est cynique. Nous ne valorisons pas ce qui est donné gratuitement. Nous ne valorisons pas l'air tant qu'il n'est pas coupé. Nous ne valorisons pas la vue d'un corps féminin s'il apparaît 100 fois par jour dans les fils des réseaux sociaux. Le monde occidental moderne est tombé dans le piège de l'inflation de la sexualité. Il y a trop de corps. C'est partout dans les publicités pour yaourt, les clips, les films. Le cerveau de l'homme est saturé de stimuli visuels. Se produit alors ce que les addictologues appellent la tolérance. Pour ressentir de l'excitation, il faut une dose de plus en plus grande, des images de plus en plus franches. Et finalement, c'est l'ennui et la satiété. L'homme regarde une belle femme et ne ressent rien, car il n'y a pas de secret, pas de mystère. Toutes les cartes sont dévoilées dès la première manche. Passons maintenant à la culture traditionnelle de l'Orient. Ici, un mécanisme diamétralement opposé est à l'œuvre. La psychanalyse appelle cela le principe de rareté. Imaginez un homme qui vit dans un monde
où le corps féminin est tabou. Ils ne voient ni genoux, ni épaules, ni cheveux. La faim visuelle s'accumule pendant des années. Et dans cet état de faim, le moindre détail, un mouvement de main accidentel, une cheville, aperçue la silhouette sous une rafale de vent, provoque une libération de dopamine d'une intensité que l'homme occidental n'a jamais connue. C'est l'effet cocotte-minute. Un célèbre docteur autrichien qui étudiait le subconscient disait « La libido est une énergie, on ne peut pas détruire l'énergie. Si vous construisez un barrage sur une rivière, l'eau ne disparaît pas. Elle monte, elle exerce une pression sur les murs, elle accumule une puissance potentielle colossale. La culture orientale est un barrage gigantesque. Règles strictes, séparation des sexes, vêtements couvrants. Tout cela sont des murs qui retiennent l'océan de l'énergie primitive. Et cette énergie ne s'échappe nulle part. Elle bouillonne à l'intérieur. Elle imprègne l'air d'électricité. La femme dans ce système n'est pas une victime passive comme on le suppose. Elle est la gardienne de la clé de l'écluse. Elle est parfaitement consciente du pouvoir qu'elle détient. La femme occidentale dépense son énergie pour attirer l'attention de milliers d'hommes. Elle se disperse goutte à goutte, un like d'un collègue, un regard dans le métro, un compliment dans un bar. La femme orientale est un vase hermétique. Elle n'en donne pas une goutte aux étrangers. Elle apporte ce vase à la maison pour tout déverser, absolument tout sur une seule personne, sur son homme. Essayez de l'imaginer physiquement. Représentez-vous la femme comme une batterie chargée. Si la batterie est constamment branchée sur une ampoule, elle se décharge. Si elle est conservée isolée, la charge reste pleine, et lorsque le contact se produit, il y a un éclair. Des étincelles volent dans toutes les directions. C'est pourquoi les histoires de nuits orientales ne sont pas des mythes tirés des contes des 1001 nuits. C'est de la physique pure, la loi de la conservation de l'énergie en action. Il y a une autre couche plus profonde, le concept de sacralité. En Occident, le corps est devenu profane ordinaire. En Orient, le corps reste sacré. L'accès au corps d'une femme est assimilé à l'accès à un temple, et cela change la perception qu'elle a d'elle-même. Elle ne se sent pas comme une marchandise sur le marché des épouses, où il faut exposer son corps pour qu'il soit acheté. Elle se sent comme un trésor dans un coffre-fort. Oui, le coffre est fermé. Oui, il fait sombre à l'intérieur. Mais la simple conscience d'être un diamant que l'on protège forge une estime de soi complètement différente. Et cette estime de soi est transmise à l'homme même à travers le tissu épais. L'homme est un chasseur par sa nature biologique. Il n'est pas intéressé à tirer sur des cibles qui tombent d'elles-mêmes à ses pieds. Il a besoin du processus, il a besoin de la conquête. Le mur des vêtements, le mur des interdits sociaux, le mur des traditions. Ce sont les obstacles qui attisent l'ardeur du chasseur. Posséder une telle femme n'est pas seulement du sexe, c'est une victoire, c'est un triomphe, c'est le sentiment « je suis le seul à avoir le droit d'entrer ». Et là nous arrivons à un paradoxe qui fait exploser le cerveau. Il semblerait qu'une telle couverture devrait engendrer la modestie en tout, mais les statistiques sont têtues. Et si nous examinons les rapports financiers des marques mondiales, nous verrons des chiffres qui dépassent l'entendement. Il s'avère que les femmes les plus couvertes de la planète sont les principales consommatrices de ce qui est créé pour la séduction maximale. Et il ne s'agit pas de cosmétiques, il s'agit de ce qui est porté directement sur la peau de la lingerie. Et l'ampleur de cette industrie est choquante. Partie 2. Le marché invisible, la soie sous l'armure. Parlons de chiffres et de faits qui brisent les stéréotypes. Si vous faites le tour des boutiques Victoria's Secret ou Conor Perla à New York, puis que vous les comparez avec les succursales du Dubai Mall ou de Riyad, vous remarquerez une étrange différence. À New York, les étagères présentent des modèles pratiques, soutien-gorge de sport, sous-vêtements, couleur chair, sans couture, ensemble, en coton confortable pour tous les jours. La femme occidentale valorise le confort. Elle a une vie dynamique, bureau, salle de sport, métro. Elle a besoin que ce soit pratique. Maintenant, regardez les vitrines, ou plutôt les salles fermées de l'Orient. C'est là que règne un luxe total et sans compromis. Dentelle faite à la main soie de la plus haute qualité. Construction complexe avec jartelles, corsets, inserts transparents. Strass Swarovski plume. Les couleurs les plus vives et criardes, écarlate, émeraude, noir profond, or. Ce n'est pas de la lingerie pour le confort. C'est de la lingerie pour la guerre, pour l'attention du mari. Et les notes de caisse ici sont telles que le prix d'un seul ensemble pourrait acheter une voiture d'occasion. Pourquoi cela se produit-il?
Pourquoi une femme que personne ne voit dépense-t-elle 1 000 $ pour ce qui est caché? La réponse réside dans la psychologie du contraste. Imaginez la sensation que ressent cette femme. Elle enfile cet ensemble le matin. Elle sent le contact de la soie fraîche sur sa peau. Elle sent la dentelle épouser son corps. C'est un secret tactile. Ensuite, elle enfile par-dessus l'abaya épaisse et grossière et sort dans le monde. Ce contraste, nonne à l'extérieur, courtisane à l'intérieur, crée une tension psychologique puissante. Elle marche dans la rue et aucun des hommes qu'elle croise ne sait que sous cette armure noire se cache un chef-d'œuvre de l'art érotique. Cela lui donne un sentiment de supériorité, un sentiment de pouvoir secret. Elle n'est pas une souris grise, elle est un cadeau dans un emballage très fiable et elle sait qui exactement déballera ce paquet le soir. Il y a aussi un aspect social que nous oublions. Le shopping pour la femme orientale est l'un des rares types de divertissement et de socialisation légaux. Les centres commerciaux dans les pays du Golfe sont des villes dans les villes et les magasins de lingerie y sont des zones spéciales. Souvent, seules des femmes y travaillent. Il n'y a pas d'hommes dans les cabines d'essayage. Là, on peut enlever l'abaya, on peut être soi-même. Le processus de choix de la lingerie se transforme en un rituel. Elles discutent avec leurs amis du modèle qui plaira le plus à leur mari, de la couleur à la mode. C'est toute une culture de préparation à la nuit. Les spécialistes du marketing des marques de luxe le savent. Si vous voulez vendre la collection la plus extravagante, la plus audacieuse, amenez-la aux Émirats ou en Arabie Saoudite. Ce qui serait considéré en Europe comme trop vulgaire ou théâtral sera arraché des mains ici car ces femmes n'ont pas de quotidien dans notre compréhension. Elles ont 2 modes éteints en public et allumés au maximum à la maison. Il n'y a pas de demi-teinte. Si elle se déshabille pour son mari, elle doit être éblouissante. Elle n'a pas le droit aux vieux t-shirts troués et au jogging. La maison est sa scène, la chambre est son podium. L'homme qui vit dans cette culture joue aussi à ce jeu. En achetant des bijoux et de la lingerie chère à sa femme, il investit dans son propre plaisir. Il sait que plus l'emballage est cher, plus le contenu est désirable. Quand il voit sa femme jeter le tissu noir et que sous elle s'ouvre cette image lumineuse, provocante et coûteuse, son cerveau reçoit un signal très puissant. Tout cela est seulement pour moi. Exclusivité. C'est le mot-clé. Dans un monde où tout est commun, l'exclusivité excite le plus. Mais la lingerie et les vêtements ne sont que la couche extérieure, la partie matérielle de la question. Mais il y a des endroits où ces femmes mettent à nu non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Des endroits où elles discutent de choses qui hérisseraient les cheveux d'une personne non avertie. Nous nous dirigeons vers le territoire des ombres, dans les clubs de femmes fermés et les hammams où se forge la véritable sagesse féminine de l'Orient. Partie 3. Le territoire des ombres où tombent les masques. Dans toute société strictement réglementée, il existe toujours des zones aveugles, des lieux où le regard de la loi, le regard de la religion et surtout le regard de l'homme ne pénètre pas. En Orient, ces zones se sont formées au fil des siècles. C'est une sorte de réalité parallèle. Si la rue est le monde des hommes où règne la dureté, les affaires, et l'ordre, il existe un espace où règne une anarchie féminine absolue et concentrée, et où il est impossible à un étranger d'entrer même pour tout l'or du monde. Il s'agit de la partie féminine de la maison des tentes de mariage fermé, et bien sûr des hammams, les bains traditionnels. L'occidental s'imagine le bain comme un lieu d'hygiène. On vient, on se lave, on part. En Orient, le hammam est une institution sociale, un club, une psychothérapie, une bourse d'information. Imaginez une immense pièce recouverte de marbre. L'air y est chaud et humide, rempli de vapeur. La visibilité est limitée. Les sons se réverbèrent sur les murs de pierre, créant un écho sourd. Et dans ce brouillard se trouvent des dizaines, parfois des centaines de femmes. Et ici se produit une métamorphose capable de choquer n'importe qui. Dès que la lourde porte en bois se referme derrière la dernière visiteuse, les abayas noirs volent dans un coin, la modestie disparaît, le haram, l'interdit disparaît. Les femmes restent dans l'état où la nature les a créées. Et ici, nous sommes confrontés au phénomène décrit par le célèbre philosophe suisse en parlant de l'ombre. L'ombre est la partie de la personnalité que nous cachons à la société. Ce sont nos désirs refoulés, notre agressivité, notre sexualité. Dans le monde occidental, l'ombre se manifeste souvent par des névroses et des dépressions. Ici, un lieu de sortie légal est créé pour l'ombre. L'atmosphère dans le hammam est électrisée. C'est là que règne le culte du corps, mais pas de ce corps sec et anorexique
que nous imposent les magazines glacés. C'est là que règne le culte de la fertilité, de la douceur des formes. Les femmes prennent soin les unes des autres. C'est un moment psychologique crucial. Dans une culture où les contacts publics entre les sexes sont interdits, une faim tactile surgit. La peau exige le contact et cette faim est apaisée ici. Elles s'enduisent mutuellement d'huile, se font des massages, se coiffent, appliquent du henné. Cela crée un champ puissant d'énergie féminine. Elles se nourrissent mutuellement. Mais le plus intéressant, ce sont les conversations. Si les hommes pouvaient placer un mouchard ici et écouter ce que disent leurs femmes modestes et craignant Dieu, beaucoup feraient une crise cardiaque. Il n'y a pas de sujet tabou, tout est discuté, la taille de l'attribut des maris, leur endurance, les techniques qui procurent du plaisir, les méthodes de manipulation. C'est une sorte d'université de la passion où les matrones expérimentées transmettent leur savoir aux jeunes filles. Elles leur enseignent non pas la soumission comme nous le pensons, mais la gestion. Fais ceci, regarde comme ça, appuie ici, et il te donnera tout ce qu'il a. Un autre espace de révélation, ce sont les mariages. Le mariage traditionnel dans le Golfe est souvent divisé. Les hommes célèbrent dans une salle, les femmes dans une autre. Dans la salle des hommes, tout est formel, thé, café, conversation, costume strict. Dans la salle des femmes, c'est une véritable fête. Les femmes arrivent en robe de soirée haute couture, avec des dos nus, des décolletés, plongeants, des mini-jupes. Elles dansent. Et la danse orientale n'est pas seulement un mouvement sur de la musique. C'est une technique ancienne de travail des muscles pelviens et abdominaux. À l'origine, ces danses étaient créées pour la préparation à l'accouchement et à la conception. C'est une danse de séduction qu'elles exécutent les unes pour les autres, affûtant leur maîtrise. C'est dans ces zones aveugles que la femme relâche la tension. Elle évacue la vapeur, elle rit, elle commère, elle se sent libre. Et grâce à cela, en rentrant chez elle, elle peut remettre le masque du calme. Elle n'a pas besoin de faire des crises d'hystérie ou de se révolter à la maison, car elle s'est déjà révoltée dans son cercle. Ce système fonctionne comme un fusible idéal protégeant la psyché de la surchauffe. Mais quand elle rentre à la maison, une autre arme entre en jeu. Une arme qui agit sur l'homme au niveau biologique en contournant la conscience. L'arme de l'odeur. Partie 4. L'alchimie de la passion. La neurolinguistique de l'arôme. Nous vivons à l'ère visuelle, nous aimons avec les yeux. Mais la science nous dit que le canal de transmission d'informations vers le cerveau le plus ancien, le plus puissant et le plus rapide est l'odorat. Les bulbes olfactifs sont directement liés au système limbique, la zone du cerveau responsable des émotions, de la mémoire et de l'attirance sexuelle. L'odeur atteint le cerveau plus rapidement que vous n'avez le temps de réaliser ce que vous avez senti. Et les femmes orientales maîtrisent cette chimie de l'amour au niveau des docteurs en sciences. Oubliez les eaux florales légères vendues dans les duty-free d'Europe. La parfumerie orientale est de l'artillerie lourde. Ce sont des arômes épais, huileux et animaux. La base de tout est l'oud. C'est une huile obtenue à partir d'une espèce particulière d'arbre d'agar infecté par un certain champignon. Cela ne semble pas très agréable, mais le résultat est l'arôme le plus cher et le plus complexe au monde. Il sent la fumée, le cuir, le bois et quelque chose d'insaisissablement doux. On y ajoute du musc et de l'ambre. Le vrai musc est le secret des glandes sexuelles du cerf porte-musc. L'ambre est un produit de l'activité vitale des cachalots. Ce sont de purs phéromones et aphrodisiaques naturels. L'application du parfum est un rituel qui peut prendre 1 heure. C'est ce qu'on appelle la superposition layering. D'abord, la femme prend un bain avec des huiles aromatiques, puis sur le corps encore humide, sur les points de pulsation, poignets, cou creux, de la poitrine, pli des genoux, elle applique l'huile épaisse d'oud. Elle pénètre dans la peau et se mélange à son propre parfum, créant un code unique. Mais ce n'est que la base. Ensuite vient l'encensement. Dans un encensoir spécial, on allume le bakour. Des copeaux de bois précieux imprégnés d'huile. La femme se tient au-dessus de l'encensoir de manière à ce que la fumée aromatique épaisse imprègne ses cheveux et ses vêtements. La fumée pénètre dans la structure du tissu dans chaque pore et seulement à la toute fin, comme touche finale, le parfum alcoolisé est appliqué. En conséquence, un cocon dense se forme autour de la femme, une aura olfactive. Le sillage d'une telle femme s'étend sur des dizaines de mètres et reste dans l'air pendant des heures après son départ. Comment cela agit-il sur l'homme? Cela fonctionne comme une encre, un déclencheur psychologique.
Si l'homme sent cette odeur jour après jour, dans les moments d'intimité, de calme, de plaisir, son cerveau forme une connexion neuronale rigide. Odeur de musc, déjà sexe, odeur d'oud, déjà maison. Cela lie l'homme plus fortement que des chaînes. Même en voyage d'affaires à Londres ou à Paris, s'il capte accidentellement des notes similaires, il sera instantanément et physiologiquement attiré vers la maison, vers elle. C'est une façon de marquer son homme et de marquer le territoire. Cette maison sans elle et aucune autre odeur ne s'y installera. Mais le concept du piège sensoriel ne se limite pas à l'odeur. Toute la maison se transforme en une cage dorée de plaisir. Nous entendons souvent dire que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. En Orient, cela est élevé à l'absolu. La nourriture ici n'est pas seulement du carburant, c'est du plaisir. Date, miel, noix, épices, safran, cardamome. La plupart des douceurs traditionnelles sont des énergisants naturels et des stimulants de la puissance. La femme crée une atmosphère que l'on ne veut pas quitter. La fraîcheur des climatiseurs après la chaleur du désert, la douceur des tapis de soie, la musique tranquille, l'odeur du café à la cardamome et ce sillage enivrant de son parfum. Elle construit un vide autour de l'homme. Le monde extérieur est cruel, chaud et exigeant. Le monde à l'intérieur de la maison est un jardin d'Éden. Et au centre de ce jardin, elle est là, prête à le satisfaire. C'est une ancienne stratégie de survie. Pour retenir le guerrier, il faut faire en sorte qu'il soit mal à l'aise partout sauf chez vous. Elle ne rivalise pas avec lui dans les affaires. Elle ne discute pas de politique. Elle lui donne ce qu'il ne peut acheter pour aucune somme d'argent. Un état de calme et de béatitude absolue. Mais il ne faut pas se laisser berner par cette douceur. À l'intérieur de cette soie douce se cache une volonté d'acier. Et quand vient la nuit, cette houris docile prend les rênes du pouvoir entre ses mains, avec tant d'assurance que l'homme lui-même lui donne joyeusement sa liberté. Et maintenant que nous avons préparé la scène, nous avons créé l'atmosphère, rempli l'air d'arômes et fermé les portes aux regards étrangers, il est temps de parler de l'action principale de ce qui se passe dans le Saint des Saints, dans la chambre à coucher. Et là, la plus grande découverte nous attend. Nous allons décomposer comment les religions et les traditions qui, semble-t-il, devraient réprimer, donnent en réalité à la femme un fouet avec lequel elle dirige le lion. Partie 5. La chasseuse en cage. L'anatomie du pouvoir caché. Nous avons atteint la ligne au-delà de laquelle les étrangers ne sont généralement pas autorisés, la porte de la chambre conjugale. Dans la conscience de l'homme occidental, un mythe est fermement enraciné. Nous imaginons la femme orientale au lit comme une ombre soumise et sans voix. Une victime qui supporte les caprices de son mari les yeux fermés, en pensant à l'Angleterre comme on plaisantait à l'époque victorienne. Il nous semble que le patriarcat tue la libido féminine, transformant l'acte d'amour en une obligation sèche. Mais ce mythe est brisé par la réalité, et cette réalité s'avérera choquante pour beaucoup. Pour comprendre la vérité, il faut regarder le fondement de la culture, les vieux livres, la religion et les traditions. Peu de gens en Occident savent que dans le droit islamique qui régit la vie de ces familles, la question du plaisir féminin est définie avec une précision juridique. Ce n'est pas une blague. L'homme est obligé de subvenir aux besoins de sa femme, non seulement en or, en logement et en nourriture. Il est obligé de la satisfaire physiquement. C'est son droit légal, sa loi de la charia. Dans les anciens traités, il est dit clairement: si le mari n'est pas capable d'offrir le plaisir à sa femme, elle a le droit absolu de demander le divorce et les juges se tiendront de son côté. Pensez à la façon dont cela change la psychologie de la femme. Elle ne grandit pas avec un complexe de victime, mais avec la conscience de son droit. Elle sait dans cette pièce sur ce lit, elle n'est pas une servante, elle est une créancière exigeante et le mari est un débiteur qui doit payer ses dettes. Cela inverse le jeu. Le jour dans le salon devant les proches, elle peut jouer le rôle de l'épouse idéale et obéissante. Elle baissera les yeux, servira le thé et parlera d'une voix douce. Mais dès que le verrou de la chambre à coucher claque, une transformation instantanée se produit. Les psychologues appellent cela la compensation de la répression. Plus le ressort est comprimé le jour, plus il se redresse puissamment la nuit. La chambre à coucher est le seul territoire sur Terre où la femme orientale peut exercer son pouvoir sur l'homme, et elle utilise ce droit avidement. De souris grise, elle se transforme en maîtresse exigeante. C'est ici, dans l'obscurité, qu'elle prend sa revanche sur toutes les restrictions sociales. Elle dicte le rythme, elle dirige,
elle exige, et l'homme n'a d'autre choix que de se soumettre à cette force. Les hommes orientaux, lors de conversations anonymes franches, avouent ce contraste agit comme la drogue la plus puissante. Le sentiment que vous vivez avec deux femmes différentes dans un seul corps. Le jour, une sainte madone, la nuit, une courtisane insatiable. Ce jeu de rôle ne lasse jamais. Dans les mariages occidentaux, la passion est souvent brisée par le quotidien, l'égalité les dispute. Qui fait la vaisselle aujourd'hui? Ici, la hiérarchie maintient la distance le jour, et la violation de cette hiérarchie, la nuit, provoque une explosion d'émotions. Le fruit défendu est doux même si vous êtes marié depuis 20 ans. Chaque nuit est un petit crime, une petite révolution. Il y a encore un autre aspect, le son, la voix. La femme orientale se voit inculquer depuis l'enfance que rire fort ou crier en public est une honte. L'aura d'une femme est le silence. Mais les cordes vocales, tout comme les muscles, ont besoin de se relâcher. Ce qu'elle retient, 16 heures par jour, éclate au moment de l'intimité. Le silence de la maison. Le jour est compensé par le volume de la nuit. Pour l'homme, ces sons sont le signal de l'absolue sincérité. Il comprend, elle ne fait pas semblant maintenant. Maintenant, elle est réelle. Le vernis de la civilisation s'écaille. Il ne reste que la pure biologie ancienne et sauvage. Elle est une chasseuse qui est entrée volontairement dans la cage, mais elle garde la clé de cette cage dans sa poche. Elle permet à l'homme de penser qu'il est le chef tant que cela lui est profitable. Mais c'est elle qui décide quand le jeu commence et quand il se termine. Et cet équilibre des pouvoirs subtils, invisibles, mais solides, maintient ces mariages plus fermes que n'importe quel ciment. Mais même la maîtresse la plus habile a besoin d'un outil d'attraction, d'un signal. Et la femme orientale a un outil qui fonctionne avant même que l'homme ne la touche. L'arme à longue portée, les yeux. Finale, l'arme d'un seul geste, la technologie du regard. Nous avons parlé de tout, de la soie, des parfums, de la psychologie du pouvoir. Mais toute cette construction complexe s'effondrerait s'il n'y avait pas le premier contact, l'étincelle qui allume le feu. Comment attirer un homme si vous êtes caché dans un sac noir? Comment dire « je te veux » si votre bouche est couverte de tissu? Comment flirter si vous ne pouvez même pas sourire? La réponse est simple et géniale. La nature a horreur du vide. Si vous privez une personne de la possibilité de parler avec son corps, elle apprendra à crier avec ses yeux. Bienvenue dans le monde du tir oculaire. Mais oubliez la coquetterie que vous avez vue dans les films européens. En Orient, le regard est une arme laser. Lorsque le visage est caché par le niqab et que seule une fente étroite pour les yeux est visible, toute l'attention, 100% de l'attention, se focalise sur ce point. Les femmes orientales ont transformé le maquillage des yeux en un art supérieur. Elles utilisent du kohl, de l'eyeliner, des ombres, pour rendre le regard hypnotique profond, insondable. Mais il ne s'agit pas de cosmétiques, il s'agit de la technologie des micro-gestes. Imaginez la situation. Vous marchez dans un centre commercial, une femme vient à votre rencontre entièrement couverte de tissu noir. Vous ne voyez pas son visage, son âge, ses émotions. Elle est un mystère pour vous. Et soudain, pendant une fraction de seconde, elle croise votre regard. Elle ne détourne pas les yeux comme il convient à une femme modeste. Elle regarde directement dans vos pupilles et fait un mouvement à peine perceptible des paupières. Elle plisse légèrement les yeux, littéralement d'1 millimètre. Dans ce micro-geste est codé plus d'informations que dans une conversation d'1 heure. Parce que le visage est caché, votre cerveau commence à travailler à plein régime. Il essaie de compléter l'image. Il interprète ce plissement non pas comme une agression, mais comme une invitation, comme une promesse. Je te vois, tu m'intéresses. Je sais ce que tu ne sais pas. C'est l'effet du trou de serrure. Quand vous regardez par le trou de serrure, vous ne voyez qu'un fragment, mais votre imagination dessine les scènes les plus incroyables derrière la porte. Ce regard brûle. Les hommes occidentaux pris sous ce feu disent s'être sentis comme frappés par un choc électrique. Ce n'est pas de la vulgarité, c'est la promesse d'un secret. Dans un monde où le corps féminin est devenu un bien public, où l'on peut tout voir sur Internet en 2 clics, le secret est devenu la marchandise la plus chère. Et ces femmes sont les propriétaires monopolistes de cette marchandise. Elles ne vendent pas la nudité, elles vendent la possibilité de résoudre une énigme. Et l'homme est prêt à payer n'importe quel prix pour cela. Ce seul regard est capable de déclencher une cascade de réactions hormonales dans l'organisme masculin. Testostérone, adrénaline, dopamine. L'homme passe en mode chasseur. Qui est-elle? Que se cache-t-il sous le tissu? Est-elle belle ou non? Me sourit-elle ou se moque-t-elle de moi?
L'incertitude excite. Un livre ouvert est lu et oublié. Un livre fermé attire toujours. C'est pourquoi l'amour oriental commence souvent non pas par le toucher, mais par cette décharge électrique à distance. Épilogue. La grande illusion de la liberté. Qui est réellement en cage? Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Nous l'avons commencé en tant qu'observateurs qui regardent l'Orient de haut. Depuis la position de personnes civilisées, plaignant les femmes soumises en robe noire. Il nous semblait que leur vie était une prison dépourvue de couleurs de joie et de spontanéité. Mais maintenant que nous avons percé chaque couche de cette matriochka, de la psychologie de la lingerie, aux signes secrets et aux parfums, il est temps de poser la question finale, la plus inconfortable. La question qui renverse l'échiquier. Qui est réellement en cage? Elles ou nous? Regardons la vérité en face. Le monde occidental, en proclamant la pleine liberté sexuelle, est tombé dans le piège de sa propre permissivité. Nous avons créé une culture de l'inflation. En économie, lorsque l'on imprime trop d'argent, il se dévalorise. La même chose s'est produite dans les relations lorsque le corps féminin est devenu un bien public, lorsque la nudité crie sur chaque panneau publicitaire, dans chaque clip, sur chaque smartphone, elle a perdu sa valeur sacrée. Nous avons transformé la femme en fast-food visuel. Accessible, bon marché, omniprésent. Nous consommons des images par tonnes, mais restons affamés car le fast-food ne rassasie pas, il ne fait qu'exciter les récepteurs. La civilisation orientale a délibérément ou intuitivement suivi la voie de l'étalon or. Elles ont artificiellement créé la rareté, une pénurie très sévère d'informations visuelles. Et selon les lois du marché, ce qui est rare voit automatiquement son prix monter en flèche. La femme orientale ne participe pas à la course au like. Elle n'a pas besoin de rivaliser avec des millions d'autres corps sur Internet. Elle est retirée de cette circulation bon marché. Elle est un actif qui n'est pas négocié en bourse. Elle est un lingot d'or enfermé dans un coffre-fort fiable. Et la clé de ce coffre-fort n'est détenue que par une seule personne. Cela change la structure même des relations. L'homme occidental est souvent blasé, il s'ennuie, il a tout vu, il est difficile de le surprendre. L'homme oriental vit dans un état de tonus constant. Pour lui, chaque centimètre de peau découverte de sa femme est un événement, une fête. Le système d'interdit fonctionne non pas comme une grille de prison, mais comme une lentille. La lumière du soleil ordinaire réchauffe, mais si vous la faites passer à travers une lentille, elle brûle le bois. La culture orientale rassemble toute l'énergie féminine, toute la libido, tous les désirs de plaire en un faisceau étroit et concentré, et dirige ce faisceau sur le mari. Supporter une telle pression de passion est plus difficile que de survivre à l'indifférence. Mais c'est précisément ce qui maintient l'homme dans la famille plus fermement que n'importe quelle chaîne. Regardez cela du point de vue de la femme. Nous pensons qu'elle est une victime, mais appliquons une logique cynique. La femme occidentale est obligée de mener une guerre sur deux fronts. Elle doit réussir en société et être désirée à la maison. Elle dépense des ressources colossales pour rester compétitive sur le marché des épouses, même mariées, car elle craint d'être remplacée par un nouveau modèle. Elle vieillit dans la peur. La femme orientale est libérée de cette course publique. Son vieillissement est caché des yeux étrangers. Sa valeur ne diminue pas avec l'apparition des rides, car son statut de khatoun, maîtresse de maison, ne fait que croître avec les années. Elle ne se disperse pas dans le monde, elle s'accumule au sein de la famille. C'est une stratégie d'économie d'énergie qui lui permet de conserver sa santé psychique et son influence sur son mari jusqu'à un âge avancé. Alors quel est le grand secret qu'elle cache sous leurs vêtements? Ce n'est pas seulement de la lingerie en dentelle et non l'odeur de l'oud. C'est un savoir ancien, presque perdu pour nous. Le savoir que le secret est le principal aphrodisiaque, que l'accessibilité tue le désir, que le non chuchoté excite plus fort que le oui crié au mégaphone. Elles ont compris que le vrai pouvoir sur l'homme n'est pas de crier ses droits sur la place publique. Le vrai pouvoir, c'est quand vous le forcez silencieusement les yeux baissés, à vous désirer jusqu'à ce que ses genoux tremblent, simplement en passant à côté. Peut-être devrions-nous, nous les hommes élevés dans les idéaux de liberté, cesser de les regarder avec arrogance. Peut-être devrions-nous admettre que dans ce système archaïque réside une sagesse que nous avons perdue dans la course au progrès. La sagesse de l'exclusivité, la sagesse du silence, la sagesse de la porte fermée. Car quiconque a aimé sincèrement au moins une fois dans sa vie sait que la chose la plus douce n'est pas ce qui est exposé en vitrine pour tous.
La chose la plus douce est ce qui a été sorti de sous le comptoir, juste pour vous envelopper dans un papier opaque. N'ayez pas peur de la couleur noire. C'est la couleur de la nuit, et la nuit, comme on le sait, garde les secrets les plus éclatants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.